comment atteindre véritablement l'éveil spirituel. Namasté à toi, belle âme qui me regarde. Ici Fabien, et aujourd'hui j'aimerais vraiment te partager tout ce qui m'a aidé personnellement à atteindre l'éveil, puisqu'on est en 2025 aujourd'hui. Et je vois trop de gens qui n'ont pas encore atteint l'éveil. Trop de gens qui sont enfermés dans les jugements, qui sont enfermés dans la négativité. Encore aujourd'hui, en 2025, il y a des êtres qui n'ont pas encore atteint la lumière, l'éveil. Et aujourd'hui, c'est de mon devoir d'œuvrer à répandre ce qui peut aider les consciences à s'élever. D'abord, ce qu'il faut que tu saches, d'abord c'est important, c'est d'arrêter de juger. C'est vraiment d'accepter de voir chez l'autre toute la beauté. C'est d'arrêter de croire à la dualité. La dualité est illusion. Tu n'es jamais que l'autre, en fait. Et quand tu réalises ça, tu te détends. Tu cesses de vouloir être supérieur à l'autre. Et quand tu vois les gens qui te jugent, qui te critiquent, qui t'insultent même, alors tu peux juste accueillir et leur dire merci. Les remercier du fond du cœur. Parce que tu vois, toi, la lumière en eux. Parce que c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. C'est d'atteindre la lumière. C'est de nourrir la lumière, c'est d'ouvrir son cœur. Et d'accepter, d'accueillir toute cette lumière à l'intérieur, d'arrêter de nourrir le combat, la noirceur, le mal, tous ces gens, toutes ces personnes qui jugent, qui n'ont pas compris la réalité telle qu'elle est. Tous ces gens qui feraient mieux de chercher plutôt la lumière. Mais non, il y a des gens qui sont du côté obscur et qui ont perdu cet éclat. Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Non, arrête ta gueule, arrête tes conneries. Voilà. Ouh. Oh pauvre, j'espère qu'il t'a pas dit trop de conneries. C'est mon frère jumeau qui s'est échappé de l'asile psychiatrique encore pour la 17e fois. Et dès qu'il voit un setup vidéo là, il peut pas s'empêcher de dire des conneries. Du coup, il a vu là mon joli micro et tout. Bref, j'espère que il t'a pas embrouillé avec des trucs obscurs. Mais bon, puisque je suis là, j'ai envie d'en profiter pour te parler d'un sujet que j'aime bien, qui m'amuse beaucoup. C'est l'ego spirituel. Et je vais en profiter pour te partager des pépites qui, moi, m'ont grandement aidé quand je suis dans mes dramas, quand je vis l'intensité, quand je suis dans le creux de la vague. J'ai des trucs à te partager là-dessus qui vont pouvoir t'aider. Et en tout cas, te soutenir dans des moments où c'est pas folichon dans la vie. Mais juste avant, j'ai envie de te parler un peu d'ego spirituel. Ce sujet m'amuse toujours parce que j'en ai croisé des gens dans ma vie. Tu sais, ça fait un peu comme les vieux. Oh, j'en ai croisé de ces gens dans ma vie. Et genre j'ai compris, je suis supérieur. Pas du tout. Hein. Mais juste, j'ai croisé un certain nombre de personnes qui se sont fait complètement avoir par ce jeu-là, hein, de l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est quoi? J'essaierai de le définir. En tout cas, ce que moi j'en ai compris, c'est moi, j'ai compris mieux la vie que toi et je suis plus éveillé que toi. et, du coup, je t'apprends la vie, en fait. Donc, ça ressemble un peu à ça. Et c'est souvent des gens qui sont un peu premier degré et qui collent bien au type 10 énéagramme, en fait. Hein. Si tu as pas vu cette vidéo, je te mettrai le lien là pour que tu ailles voir les gens qui sont dans le type 10 énéagramme. Et... moi, ma perception, c'est que souvent, il n'y a pas une prise de conscience du premier degré. Parce que les gens qui m'inspirent vraiment sur le plan d'enseignement spirituel, si on peut appeler ça comme ça, hein, mais les gens qui ont pigé un peu des trucs, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a souvent un humour, une légèreté, quelque chose qui ne se prend pas au sérieux et qui est pas dupe de toutes les
de tous les petits arrangements, de tous les petits jeux d'ego qu'il peut y avoir à cet endroit. Un bouquin qui m'a beaucoup détendu par rapport à ça, c'est Jack Cornfield. Cornfield, hein, pas Canfield. Corn comme le champ de maïs. Qui a écrit After the Ecstasy, the Laundry, après l'extase, la lessive, qui vraiment dédramatise le truc des éveillés, des gens qui auraient atteint certains états. Vraiment, ça te détend le slip. Parce que le truc, c'est que l'éveil spirituel, moi je suis pas là pour te parler d'éveil spirituel, je suis personne pour te parler d'éveil spirituel, juste c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je me sens appelé par une dimension qui me dépasse. Du coup, c'est quelque chose qui me parle. Mais alors, j'ai pas du tout la prétention d'être un maître ou d'être éveillé ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est plus un témoignage de te partager certaines choses que j'ai captées. Et un des trucs, c'est que, et ça fait le pont avec l'ego spirituel, c'est qu'il y a tout un imaginaire, un idéal, un fantasme autour de l'éveil spirituel. On imagine des personnes comme ça, qui sont posées, que plus rien ne touche, qui ne ressentent plus rien d'ailleurs, qui sont complètement détachés de l'expérience, qui vivent la quiétude, qui vivent comment on appelle ça, pas l'anorexie, non, pas l'anédonie, l'ataraxie. L'ataraxie, la paix de l'âme, voilà, qui vivent un certain état constant comme ça. Il y a une image d'Épinal comme ça de la personne qui est tellement éveillée, tellement intégrée que c'est le calme plat. Donc il y a ça déjà, et puis il y a un certain nombre aussi d'images de personnages qu'on peut avoir en tête qui nourrissent aussi ce fantasme. On imagine le Bouddha sous son arbre comme ça, qui a attendu des centaines, des milliers d'heures jusqu'à la révélation, dans un calme absolu. Bref, on imagine ce genre de choses. C'est du folklore, hein, qu'on se le dise. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, moi qui n'ai rien compris à ce qu'est l'éveil spirituel, j'ai quand même la prétention de mettre des mots et de t'en parler. Hein. Mais en tout cas, je peux te dire ce que ça n'est pas, ce que je pense que ça n'est pas, et ça n'est pas ça. Pour moi, ça n'est pas un certain état que tu aurais atteint et où il se passe plus rien. Parce que souvent, ça crée un décalage, ça donne l'impression que la dimension spirituelle, en fait, pour beaucoup de gens, hein, dont moi, ça donne l'image qu'en fait, il y a quelque chose d'inatteignable, quelque chose qui n'est pas réaliste, quelque chose qu'on peut pas intégrer dans la vie quotidienne, dans la vie mondaine, dans la vie entrepreneur, dans la vie de tous les jours, en couple ou quoi. Comme s'il fallait se dédier, comme s'il fallait méditer 2 heures par jour, comme si il fallait un maître, et vraiment partir dans quelque chose de limite d'une vie monastique, en fait. Et cette image d'Épinal, elle empêche déjà d'intégrer et de voir déjà la dimension spirituelle qu'il y a dans le quotidien. Puisque depuis mon prisme, depuis mon filtre à moi, cette dimension-là, elle peut être vécue à chaque instant, puisque tout le principe de l'éveil spirituel, c'est s'éveiller à ce qui est, à la réalité telle qu'elle est. C'est maintenant. C'est juste maintenant, en fait. Il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Donc du coup, le fantasme déjà de créer une notion d'éveil spirituel et en plus d'image d'éveillé dans le futur, dans longtemps, dans le temps, quoi. On crée déjà l'impossibilité de vivre un truc comme ça. Bon, ça c'est déjà une chose. Après, effectivement, dans les bouquins, ça a été écrit 1001 fois, cette histoire du moment présent, mais c'est facile à dire. Et c'est surtout que ça peut être récupéré, transformé par il faut que je sois plus présent, il faut que j'accepte le moment présent, il faut que j'accepte, il faut que j'accueille. Et en fait, la démarche spirituelle devient une sorte de nouvel objectif, devient une sorte de contrainte de tout un programme avec plein d'injonctions, comme si on allait courir un 100 mètres ou un marathon, quoi. Avec des checkpoints et tout, tu vois. Sauf que non, il n'y a pas de... Oui, il y a des gens qui ont essayé de modéliser la chose, mais il n'y a pas de... C'est ça qui est dur de dire en mots, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chemin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a des étapes sans avoir d'étapes, c'est qu'en fait, tout se passe à chaque fois dans l'instant, et... Mais ce qui se passe, c'est que dans le temps chronos, dans le temps linéaire qu'on peut expérimenter, qui n'est jamais qu'une construction de l'esprit, ou quand tu as 20 ans, 30, 40, 50, tu as l'impression d'une linéarité. Et ce qui est clair et qui se passe, c'est qu'il y a des trucs que tu as captés à 40, que tu n'avais pas capté à 30, que tu n'avais pas capté à 20. Et ça, par contre, ça fait gagner une forme de maturité et de capacité d'accueil dans le présent.
mais ça n'a jamais lieu que dans le présent. Après, ça fait ça fait souvent comme des sauts quantiques, même si j'aime pas bien ce terme, ça aide en tout cas à se représenter comment ça se passe. C'est qu'il y a vraiment des sauts des sauts de conscience. Il n'y a pas comme une linéarité. Si tu regardes bien, en fait, c'est pareil dans toute notion de changement dans la vie. Il y a toujours des chocs, des points chocs qui te percutent et qui, poum, te font tout de suite sauter d'un mode de fonctionnement à un autre. Tu es tellement allé loin, par exemple, dans quelque chose que tu n'avais pas vu de toi, dans du bullshit, dans du mensonge à toi-même, que tu te prends un événement, il y a un truc qui se passe et pam, et ça te choque et ça te fait tout de suite capter un truc que tu captais pas et ça bouge ton centre de gravité, ça va changer ton point d'équilibre et tu peux plus faire comme si tu savais pas. Comme avec l'énéagramme, quand je te parle d'énéagramme et que c'est systématique, c'est chez 100% des gens que j'ai accompagnés avec l'énéagramme et qui ont accepté d'aller se voir à cet endroit-là, chez 100% des gens, ça fait une grosse tarte dans la gueule. Ça fait un point choc qui fait « Oh, je ne me voyais pas à cet endroit-là. » Et ça, c'est ce que j'appelle l'énéagramme du cœur. C'est un énéagramme où on se rencontre vraiment, qui est l'énéagramme de base. Enfin, c'est censé être ça. C'est qu'il y a tellement aujourd'hui d'énéagrammes de la tête que je fais la précision. Parce que dans l'énéagramme de la tête, on n'a pas ce truc-là. Ça fait juste « Ah ouais, ok, intéressant, je range dans le tiroir. » Donc, il y a des sauts comme ça. Et dans tout ce qui va être expérience au quotidien, expérience même pas mystique, hein, ça se passe comme ça. Je te donne un exemple, mais ça fait pas longtemps que j'ai capté à quel point mes propres résistances et mes propres tentatives de contrôle font partie intégrante du travail et sont même le premier plan sur lequel je voudrais travailler. Enfin, c'est le premier point sur lequel moi j'ai mon attention à mettre dessus. Et l'exemple que je peux te donner, c'est j'ai souvent pris l'exemple de mes otites que je me suis tapé en 2019, 2019 environ. Et du coup, j'étais dans une énorme résistance à ces douleurs. Mais moi, j'étais au premier degré sur « Ah, mais c'est horrible, ces douleurs, et machin, et c'est insupportable et tout. » Et dès que j'ai des sensations à l'oreille, du coup, ça ravive ce truc-là. Et du coup, ça me ramène un « Putain, mais c'est horrible et tout. » Et ce que j'ai capté plus précisément avec beaucoup plus de finesse, c'est que c'est pas la douleur le problème. Ce qui me tend, c'est le fait de ne pas vouloir avoir mal. Et là, j'ai fait « Ok », en discutant avec un pote qui m'a fait mettre encore plus de la lumière là-dessus, j'ai capté à quel point, effectivement, la douleur n'est pas un problème. C'est déjà ce que j'avais déjà senti ce truc-là et je l'avais déjà vécu à plusieurs reprises, puisque il y a des moments où j'ai juste j'étais avec la sensation et en fait, il n'y avait pas de... C'était tout. Il n'y avait pas du mental et de la pensée pour dire « Tiens, c'est quand même vachement douloureux. Ah tiens, ça fait quand même vachement mal. » Oui, il y a des moments où ça y était, il y a des moments où ça y était plus. Mais les moments où il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de problème. Et récemment, ça m'a fait capter mais en fait, tout le sujet là, c'est Fabien qui veut pas avoir mal. C'est pas Fabien qui a mal à l'oreille. C'est pas la douleur physique, la sensation qui est là. C'est la pensée qui dit je ne veux pas avoir mal. Non, je veux que ça s'arrête. C'est trop pour moi, c'est trop douloureux. C'est toute cette narration-là qui se construit au-dessus de la sensation, qui crée une résistance à ce qui est là. Et ça, moi, je peux observer. Quand je suis trop identifié à la résistance qui dit « mais non, je ne veux pas sentir ça », je ne vois pas que c'est une résistance, parce que je suis identifié à la partie de moi qui résiste. Sauf que quand j'arrive à voir l'endroit où je résiste, je ne suis plus identifié à la résistance. Et du coup, je peux accueillir le bordel que c'est, je peux accueillir et la sensation et surtout la partie de moi qui est infoutu d'accueillir. Et du coup, je vois ça et c'est là où je comprends beaucoup mieux ce qu'Éric Barré entend par la disponibilité. Je me rends disponible à ce qui est là, mais c'est pas un processus actif. Il y a rien à faire pour se rendre disponible. Tu vois, c'est pas comme si j'allais tourner une vidéo, appuyer sur un truc et commencer à parler. Me rendre disponible, c'est me rendre disponible. Je veux dire, si quelqu'un m'appelle, je me rends disponible. J'ai rien à faire pour être disponible. C'est tout. Je sais pas si c'est clair ce que je te raconte. Mais ouais, c'est ça l'enjeu pour moi de cette histoire par rapport à l'ego spirituel où il y a un personnage à défendre et souvent en plus il y a un business qui est fait autour, il y a des enseignements, il y a des bouquins, il y a des machins. Et où l'ego s'accapare ce truc-là et nourrit une image. Vu que je suis un être éveillé, il faut que je montre une certaine partie de moi et machin. Tout ça, c'est inconscient souvent, sauf si la personne, elle a cheminé dessus.
ça peut faire partie aussi du jeu, hein. Mais souvent, enfin, j'imagine, de ce que j'ai constaté, que les gens peuvent être dupes de ça et pas s'en rendre compte, en fait. Tout comme moi, à des endroits, je me suis vu commencer à m'identifier à Pas Naissance, commencer à m'identifier au rôle d'accompagnant. Et après, je me vois et je fais ah, petit coquin. Parce que l'ego, entre guillemets, l'ego n'a pas une entité propre. C'est pas une entité, je t'en ai déjà parlé. C'est un amalgame de transhypnotique, mais qui est toujours, tu vois, qui est toujours caché dans le recoin où tu vois pas. C'est la tâche aveugle, là. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces mécanismes de défense. L'ego est là et dans l'ombre pilote gentiment ce que tu ne vois pas, en fait. Et il y a des phases comme ça, je le vois, en tout cas moi c'est comme ça que ça se passe. Il y a des phases où je vois pas, je suis dans mon truc et puis je me rends pas compte et je me rends pas compte que je me rends pas compte. Et à un moment donné, bam, il y a une claque, il y a un truc qui fait que je le vois, il y a un point choc qui vient d'une phrase que quelqu'un me dit, d'une vidéo, d'un truc, de quelque chose que je capte et je fais oh putain, j'avais pas vu, tiens, il y avait une transe à cet endroit-là, il y avait une identification où il y avait une autre transe qui s'était glissée par là et que je ne voyais pas. Et c'est pas grave, hein, c'est justement c'est tout l'enjeu. Il y a une forme de prise de conscience successive de ça, et ça se fait vraiment en escalier. Il n'y a pas une régularité, en tout cas dans mon expérience. Et donc, dès qu'il y a cette notion d'ego spirituel et qui se voit dans des gens qui racontent des trucs, qui s'écoutent parler, qui en font un business, et c'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu, ou c'est pas parce qu'ils sont bons à l'oral qu'il y a un ego spirituel, c'est pas ce que je dis. Mais ouais, il y a souvent un discours un peu plat, un peu lisse comme ça. Dans le fond, il y a un truc de je t'apprends, je t'enseigne la vie. Et là où pour moi, quand on va vraiment goûter quelque chose qui peut s'apparenter à vivre des moments d'intégration ou des moments où l'ego il est transcendé et il est un peu dissous, entre guillemets, c'est quand il n'y a pas de blabla, c'est quand j'en fais rien, en fait. C'est quand juste je constate une expérience, je vis une expérience, c'est ce fameux témoin, c'est même s'il n'y a pas de témoin. C'est pour ça que c'est compliqué à mettre en mots tout ça, hein. Mais en tout cas, il n'y a pas d'histoire qui est racontée par rapport à ça. Et c'est pas utilisé pour en faire une forme de discours ou nourrir un certain personnage. Parce que si derrière, il y a une quête d'aller chercher de l'approbation, de la reconnaissance ou je sais pas quoi, mais c'est déjà l'expérience est déjà perdue en elle-même. Et du coup, moi, ce que je voulais te partager pour terminer cette vidéo, pour pas partir dans tous les sens, même si ça part déjà dans tous les sens, c'est te partager un truc que j'ai vu récemment. C'est un pote qui m'a parlé de ce livre que j'avais jamais lu, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est L'acceptation profonde de Jeff Foster. Et le truc qui m'a vraiment, vraiment connecté par rapport à cette notion de contrôle et de résistance aussi notamment, c'est qu'il prend tout le long du livre la métaphore de l'océan et des vagues. Et c'est que l'idée, son postulat de base, et que je trouve extrêmement pertinent, c'est que tout ce qui se manifeste dans mon expérience, pensée, émotion, sensation, ce sont des vagues. Ce sont des vagues, et moi je suis l'océan. Ou selon le point de vue, je suis une vague qui fait partie de l'océan, parce que tout est à un endroit. Pour de bon. Et toute vague qui se manifeste dans mon expérience, ben, elle est jamais séparée de l'expérience, elle est jamais séparée du tout, elle est jamais séparée de l'un, puisque c'est pas possible. Sauf que ce qui va apparaître, c'est des parties de moi où je vais me dire non mais ça par contre ça peut pas faire partie de mon expérience, ça j'aime pas. Ça c'est trop désagréable, ça c'est trop négatif, et c'est comme ça que tu as les gens qui vont se couper en deux. Parce qu'il y a la partie de eux bienveillant et il y a la partie malveillante. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des fantasmes de mais moi je ne veux vivre que la lumière, moi je suis un être de lumière, en quête de plus de lumière et toujours plus de lumière. Et donne l'argent à Skippy, donne l'argent à Skippy. Et c'est là où on perd quelque chose en route en fait. C'est qu'on veut se couper d'une part du réel parce que ça nous arrange bien de nous voir bienveillants, lumière, gentils, etc. Sauf que c'est le premier mensonge à soi-même de croire que on peut couper l'expérience comme ça en deux. Il y a jamais une facette sans l'autre en fait. Franck Lobvé parle très bien de ça. Si tu l'as déjà écouté, il exprime ça avec beaucoup de pertinence. Que quand tu veux une pièce, bah, tu as forcément pile et face. Donc si tu quêtes très fort la lumière,
Il y a des chances que tu aies besoin d'aller bien creuser dans ton ombre si si tu ne jures que par la bienveillance. Il y a bien des chances que tu aies besoin d'explorer et de visiter ta malveillance et ta méchanceté et ton hypocrisie. Et c'est là où ça remet les pendules à l'heure, en fait. C'est là où, pour moi, cette notion de spiritualité incarnée fait plus de sens. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On n'est pas en train de quêter un fantasme. On n'est pas en train de courir après une image idéalisée d'un truc qui n'existe pas. Même s'il y a un certain nombre de personnes qui se targuent d'être éveillées et qui tiennent ce genre de discours, moi je crois pas à la lumière sans ombre, hein. Je crois pas à la bienveillance sans malveillance. Les gens qui ne sont que lumière et que fleurs et papillons, je garde mes distances. Parce que c'est là-dedans c'est le plus à même d'y avoir énormément de violence sous couvert de bienveillance, des jugements sous couvert de CNV, et c'est là où, tapis dans l'ombre, il y a des tentatives de manipulation, il y a une prise de pouvoir qui ne dit pas son nom, etc. etc. Là, c'est là que moi j'ouvre grand les yeux, parce que quand il y a à défendre, dès qu'on va défendre très fort une partie de la réalité, bah, tu sais comment ça se passe. Dès qu'on est dans le déclaratif, en fait, dès qu'on est en train de se défendre j'en sais rien moi, tous les gens qui vont manifester très 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 fort pour un truc, mais avec une telle véhémence que ça ne peut que cacher qu'il y a quelque chose derrière qui va pas et qui est pas intégré. Et c'est toujours comme ça. Quand les gens sont vindicatifs, quand on va très fort défendre un truc, mais il y a toujours l'autre face qui nous pend au nez, en fait, et qu'on veut pas voir. Et c'est pour ça que Jung disait que le travail de l'ombre est impopulaire et aussi impopulaire. C'est que c'est profondément désagréable. C'est que ça va t'amener à des endroits où ça n'arrange pas ton image de toi. Et l'image de soi, bah, c'est ce qu'on a besoin de défendre. J'en reparlerai avec l'instinct social, dont il y a des ponts à faire hyper intéressants avec l'énéagramme. Parce que l'instinct social, c'est l'image, c'est l'affichage qu'on a besoin de défendre. Et dès que je dois te défendre une image de Fabien qui a atteint tel ou tel état, ou Fabien qui a compris ceci ou cela, ou Fabien avec tel diplôme, tel truc, je suis déjà plus en lien avec mon expérience. Ça peut avoir du sens, parce qu'à un moment donné, on cherche à se mettre en mots quand même pour communiquer entre individus, se dire ok, moi je m'appelle Fabien, voilà, moi mon histoire c'est ça, ça, ça. Mais qu'on soit pas dupe aussi que c'est juste des mots, des bouts d'anecdotes mis bout à bout en créant un personnage et toute une histoire en fait. Faut juste pas être dupe de ça. Mais ouais, il s'agit pas de tomber dans le mutisme non plus. Comme d'habitude, il s'agit pas de dire je fais ou je fais pas, je vais dans tel extrême ou tel autre extrême. Juste d'être lucide et conscient sur ce petit manège et ce petit jeu où on croit où on se raconte qu'on est à tel endroit ou qu'on voudrait être à tel endroit. C'est comme les gens qui me disent en session, j'ai très longtemps utilisé ce langage-là, ça peut m'arriver, je suis sûr encore. C'est ouais, non, mais j'ai pas trop. Je sens que je suis pas encore arrivé vraiment là où je veux aller. Je sens que c'est encore loin. Et puis ouais, je sens j'ai des progrès. Il y a des gens quand même qui sont encore au-dessus de moi. Tout ça, c'est du jeu de l'esprit. Hein. Il y a vraiment un fantasme avec un idéal où ok, moi, il y a une petite échelle où moi je suis là, et puis lui il est là. Il y a comme une échelle de valeur qui est classée. Moi, je le capte systématiquement dès que je vois des gens qui réussissent plus que moi. Il y a une forme d'échelle de valeur qui se passe. Ah, ok, putain, je sens en moi, dans mon émotionnel, il y a un truc qui se passe en mode, ah, ok, lui, il réussit mieux. Ah, ouais. Et je sens comment ça crée quelque chose où, sur le critère réussite, il n'y a pas que ça, mais moi, c'est un de mes filtres. Et c'est là où l'énéagramme t'amène une finesse qui est que je trouve hyper précieuse. Mais ça peut être sur plein de trucs. Hein. Ça peut être chez des gens, ça va être sur l'intelligence, ça va être sur sur la façon dont tu es vêti. Tu peux le voir avec les gens diplômés aussi. Hein. Si toi-même t'es pas médecin, avocat ou un bac+10, tu peux voir ce que ça crée dans ton système 1, dans ton émotionnel. Tu peux voir ce que ça crée quand tu es en présence de quelqu'un qui a soit un costard qui a l'air bien, qui a l'air d'avoir un statut élevé dans la société, qui est potentiellement blindé, mais surtout qui est très intelligent et tout, tu peux voir ce que ça crée en toi, tu vois, ce décalage-là où il y a une partie de toi qui commence à le placer au-dessus. Comme une personne qui me disait en accompagnement il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, quand elles sont sûres d'elles, j'ai l'impression que, je me raconte qu'elles savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et je l'ai amené à voir à cet endroit-là où en fait, c'est une pure illusion. Il y a évidemment de l'émotionnel, il y a évidemment un enfant, là derrière, il y a évidemment quelque chose à aller visiter, c'est sûr.
Mais dans l'absolu, c'est juste une histoire. Il n'y a personne au-dessus, en dessous, machin. C'est juste tout un fantasme qu'on se crée avec parce qu'il a un costard ou parce qu'elle a un statut ou parce qu'elle a tourné dans tel film. Il y a un petit jeu d'échelle de valeur, machin, qui se crée. Mais tout ça, à un endroit, c'est complètement du vent. Hein. C'est des constructions sociales. Donc, et encore une fois, c'est pas forcément pour tout envoyer bouler et dire « Oh, mais non, moi j'emmerde, machin ». Juste d'en avoir conscience et de pas être dupe de ça. De pas être dupe des petits jeux auxquels on joue dans notre ego, quoi. Donc voilà. Tout ça pour te partager cette anecdote. Je suis parti loin, là. Dans cette métaphore des vagues et de l'océan. Moi, ce qui m'a vraiment percuté, c'est de dire « Ok, je suis cet océan. Il y a une unité fondamentale que je n'ai jamais quittée, que je ne quitterai jamais. Il y a tout est un à cet endroit-là. Et du coup, en fait, tout ce qui se manifeste à mon expérience, tout ce qui se manifeste est déjà accueilli puisque ça se manifeste. Donc ça veut dire que quand je résiste, ça veut dire que l'objet de la résistance, la résistance, le contrôle, les machins, tout ça, ça fait déjà partie du jeu. Je peux déjà observer cet endroit-là et après, quand je constate l'endroit où je contrôle, oh tiens, c'est vachement, oh c'est tendu, oh, et je peux aller voir la contraction et je peux aller voir la tension émotionnelle, la tension physique, la crispation mentale, le truc qui tourne. C'est ça que je peux aller m'amuser à visiter et c'est à cet endroit que je peux me rendre disponible à ce qu'est là. Et là, putain, t'atteins un endroit hyper intéressant que si t'es focalisé sur viser un objectif de paix, de bien-être, de ne pas penser, ou j'en sais rien, si tu as un idéal en tête ou un objectif ou un truc, un état désiré, tu vas considérer que cette partie de toi là qui veut contrôler, qui veut qui juge l'expérience ou machin, ou qui pense, ou qui c'est du mental ou je sais pas quoi, tu vas considérer que c'est pas que c'est un obstacle, que c'est un truc qui t'empêche d'atteindre un tel endroit, qui est bref, qui est quelque chose, qui est une vague qui n'a rien à faire là. Sauf que quand tu captes que c'est une vague, c'est juste, il y a la vague de la sensation. Si je prends l'exemple de mon oreille, il y a la vague de la sensation de ah ok, là il y a l'oreille qui siffle et tout, et il y a la vague du jugement qui dit je ne veux pas cette sensation, je veux pas l'avoir. Et il y a une autre vague qui fait ah c'est dur d'avoir cette sensation. Et il y a une autre vague qui dit ah ça s'arrêtera jamais. Tout ça alors c'est agité, hein, il s'agit pas de chercher à vivre du calme là-dedans, mais c'est le bordel. Mais quelque part, il y a des moments comme ça où j'ai pu le toucher. Quand je vois toutes ces vagues et tout ce bordel, et que je suis disponible à ça, ben, il y a un endroit quelque part où, dans le centre de l'œil du cyclone, là, c'est calme. Alors que pourtant, putain, c'est le bordel, c'est les vagues et machin. Il y a pas longtemps, là, j'étais à Paris et je me suis tapé une sorte d'intoxication chelou que j'ai pas eu depuis hyper longtemps. Ça m'a, je t'épargne tous les détails, mais c'est sorti de tous les côtés et j'étais mal, j'avais les boyaux, j'étais couché toute la journée, je pouvais rien faire d'autre. Et il y avait des moments où c'était oh là là, j'espère que je pourrais être en forme pour le stage demain parce que putain, je suis monté à Paris pour ça et oh là là, j'ai mal et oh, putain, mais alors d'où ça vient, mais alors qu'est-ce que j'ai pu manger, machin. Il y avait ces vagues là et il y avait les vagues des sensations. Et il y avait de plus en plus de moments, ça m'a même jamais fait aussi clairement. Il y a plein de moments où j'étais juste là au centre, à surfer, à être en mode ok, je vois tout ça en fait. Ouais, je suis fatigué là. Ouais, oh, je veux pas avoir mal là. Oh putain, ouais. Ah ouais, il y a une partie de moi qui aimerait faire autre chose là, okay, etc., etc. Et en fait, il y avait une paix. Il y avait beaucoup plus de tranquillité de constater tout ce bordel sans y résister, parce que je constatais aussi la résistance. Enfin, et c'est là où ça fait du... c'est là où ça devient compliqué de mettre en mots et je t'invite à plus sentir ce que ça t'a évoqué que imaginer qu'il y a un cours magistral ou qu'il y a des conseils là-dedans, pas du tout. Juste il y a un partage d'expérience sur des trucs que j'ai captés qui je trouve peuvent être vraiment hyper intéressants quand on douille sa race en termes d'émotions, en termes de sensations. C'est toujours le truc de base, hein, d'être dans l'œil du cyclone, d'où l'ancrage, d'où les trucs comme ça. Mais même du coup, quand tu te fais complètement déraciner, désancrer, ça fait partie du truc. Et juste, tu peux constater ça, constater que c'est tellement intense que tu te fais lessiver. Et je terminerai en te disant que, et c'est ça qui est chouette à un endroit, c'est peut-être une croyance à se raconter, mais qui est que si ça se manifeste, c'est que c'est pas trop intense, c'est que c'est pas au-delà de mes forces, c'est que c'est pas insupportable. Si ça se manifeste et que je suis pas tombé dans les pommes. Si je suis pas mort, si je suis pas tombé dans les pommes, bah c'est que c'est pas insupportable en fait. C'est qu'il y a la sensation
Et il y a la part de moi qui se dit ah mais non, c'est insupportable, c'est hyper dur. Comme dans une expérience psychédélique où j'étais là, mais au bout de ma vie, à avoir envie de vomir et à pas y arriver, à être vraiment au bout du bout. Et il y a une partie de moi qui était là, il y avait du mental qui se racontait. Non, mais là, j'en peux plus, mais je suis au bout de ma vie, machin. C'était, c'est, ouais, et c'est juste une pensée et une émotion associée. Et je sais, c'est dur à dire, c'est juste quand c'est hyper intense, on n'a pas cette conscience-là. Et c'est pas grave, il y a juste, hein, en tout cas, le plus vite possible, en fait, de se déscotcher pour voir le petit jeu, en fait. Et si j'arrive pas à me déscotcher, j'arrive pas à me déscotcher. Et ça a sa place aussi. Tu vois. C'est là où tout ça, c'est juste des vagues. Et l'océan, il a tantôt il est agité, tantôt il est pas agité. Si on s'attache à une idée de l'océan pas agité, tu sais quoi, on va être déçu en fait. Hein. Et tu vas passer ta vie à croire que t'es con ou que t'es pas, ou que tu fais pas de progrès ou que t'es pas éveillé parce que tu as une image d'Épinal de l'océan doit être plat. Mais d'où un océan c'est plat, enfin, la mer, l'océan, tantôt déchaîné, tantôt plat. La vie quoi. Donc sur ce, ouais, c'est ce qui pourra aussi t'éclairer et t'aider, si ce genre de sujet t'intéresse, bien sûr, tu peux lire des bouquins hein, comme ceux que je t'ai évoqués, hein, pour juste voir qu'en fait, même les gens qui ont, je sais pas, les gens qui ont vécu un éveil ou je sais pas quoi, en fait, leur vie n'est pas calme, leur vie n'est pas... non, il se passe pas plus rien. Il y a toujours plein de trucs, sauf que du coup, il y a un endroit qui prend plus ça forcément au sérieux ou qui le voit. Et du coup, c'est l'endroit qu'il voit où il y a quelque chose qui peut être plus calme. Voilà. Je sais pas s'il sera clair et tout. C'est sûrement un peu grossier et généraliste, mais je te balance ça tel quel parce que moi, ça m'a énormément aidé et soutenu ces derniers temps, cette métaphore-là de l'océan et des vagues. Et je voulais profiter pour te partager aussi ce petit, ce petit laïus sur l'ego spirituel parce que il y a partout des gens qui donnent l'impression qu'ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Peut-être même que c'est l'impression que tu as des fois en regardant ces vidéos. Donc, reste toujours lucide. Et c'est tout. Non, en fait, non, il n'y a pas de conseil. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un pouce, ça aide à les faire connaître. Tu peux aussi partager à quelqu'un que ça pourrait aider, que ça pourrait soutenir de voir cette vidéo-là. Et puis, c'est tout. Hein. On va se retrouver pour la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et à plus.